Avec quel livre prolonger l'approche de la géopolitique? Dans les rendez-vous de la géopolitique, nous avons pris l'habitude avec Fabrice Ravel d'aborder des thématiques, des problématiques avec l'aide d'ouvrages de référence. Aujourd'hui, nous allons nous consacrer à ces ouvrages de référence et les isoler pour une séance spéciale destinée à prolonger les choix de livres que nous faisons d'habitude. Alors, les prolonger dans quel sens? Il y a une bibliographie des rendez-vous de la géopolitique qui est associée à chaque séance. Mais il y a aussi une séance qui a été dédiée à ces livres références de la géopolitique que nous avons tourné en 2017. Et cette séance serait le prolongement et la suite logique de celle-ci. Pour prolonger ce rendez-vous de la géopolitique et ces livres de référence, je vous propose de retrouver Fabrice Ravel. Bonjour Fabrice. Bonjour Olivier, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors comme je l'ai dit en introduction, on a déjà isolé un certain nombre d'ouvrages dans les rendez-vous de la géopolitique, soit dans les séances qui sont génériques, soit dans une séance dédiée. Là, on va faire ce travail encore ensemble. Ce que je vous propose de faire, c'est de commencer par isoler des thématiques et de voir un livre qui pourrait y être associé. Alors, pour ma première question, ou plutôt pour mon premier appel, parlons de livres traitant d'une approche générale, globale des relations internationales et de la géopolitique. Oui, vous avez raison de souligner que le terme de prolonger est particulièrement important, puisque naturellement, sur l'ensemble des séances des rendez-vous géopolitiques, on a évoqué ou cité, où on s'est appuyé sur un grand nombre d'ouvrages, qu'on avait été amené en 2017 à faire une première séance qui déclinait des ouvrages dont on pouvait considérer qu'ils mettaient en lumière les fondamentaux de la géopolitique. Et là, à la demande de nos étudiants et nos auditeurs, on est plutôt sur une deuxième séance qui se propose d'explorer des aspects peut-être un peu moins connus, mais très importants et qui permettent effectivement de donner une dimension supplémentaire à la démarche en géopolitique telle qu'on s'efforce de la mettre en place dans nos séances. Alors là, la première logique est liée à une grille de lecture sur les relations internationales, une interprétation de la géopolitique, parce que c'est vrai qu'en particulier depuis le 24 février 2022 et le début de la guerre en Ukraine, mais c'était déjà vrai avant, souvent les observateurs s'attachent beaucoup devant les événements quand ils se mettent en place, à comprendre ces événements et à en tirer les conséquences. Mais c'est pas si fréquent et à mon sens c'est même insuffisamment fait que de chercher à voir s'il y aurait des logiques globales à la géopolitique, un mode de fonctionnement, une grille de lecture ou plusieurs grilles de lecture et quelle serait celle qui serait la plus opportune à faire en géopolitique. On avait déjà eu l'opportunité d'ailleurs dans cette séance de 2007 d'évoquer un ouvrage de géopolitique générale, Naissance et déclin des grandes puissances, écrit par Paul Kennedy. Je rappelle succinctement de quoi traitait-il. On voit bien à travers le titre que l'idée de l'auteur consistait à essayer de voir qu'est-ce qui permettait à un État de monter en puissance, pour quelles raisons arrivait-il au sommet et quelles étaient l'ensemble des logiques qui l'amenaient à connaître le déclin. Et ce qui était intéressant dans l'ouvrage de Paul Kennedy, c'est qu'il disait que sur les 5 derniers siècles, quelle que soit la période historique, quelle que soit la civilisation rencontrée, on était à peu près sur le même facteur. Donc on voit bien l'idée qui consiste à essayer de trouver un certain nombre de logiques centrales telles qu'on pourrait les appliquer de façon systématique. Et puis il y a un deuxième ouvrage qu'on pourrait adjoindre, qu'on avait appréhendé lors d'une séance unique. C'était un cas très particulier. On avait décidé de consacrer une séance sur l'ouvrage Vers la guerre, l'Amérique et la Chine dans le piège de Thucydide de Graham Allison. Parce que ce qui était très séduisant dans l'ouvrage de cet auteur américain, c'est qu'évidemment, il faisait une comparaison entre Athènes et Sparte, tel qu'on retrouvait le conflit dans la guerre du Péloponnèse de Thucydide. Et l'idée consistait surtout à mettre en évidence que dans les conflits ou les risques de conflits entre grandes puissances, c'était souvent moins des faits avérés ou facilement repérables qui entraînaient les guerres que la crainte qui habitait la puissance installée que de voir un challenger monter et surtout, a fortiori, très très vite. En fait, il y a un troisième ouvrage qui me paraît indispensable à mettre en complémentarité avec ces deux ouvrages qu'on vient de citer, si on veut vraiment aborder les logiques générales de la géopolitique. C'est le fameux Diplomatie d'Henry Kissinger, écrit en 1994. Henry Kissinger, dont on avait l'opportunité que de l'évoquer dans une de nos séances de la saison précédente, 2021-2022, et dont l'ouvrage vraiment phare est Diplomatie. Alors c'est un ouvrage qui est très très dense, qui fait 763 pages et qui principalement couvre la période qui va des fins des guerres napoléoniennes 1815 jusqu'à la fin de la guerre froide, même s'il y a 1 ou 2 chapitres qui remontent un peu dans le temps. Et là, on voit bien que déjà, le premier intérêt, c'est de se refamiliariser avec énormément d'événements. C'est des périodes qui ont été très très denses en termes d'événements internationaux, pratiquement sur 2 siècles,
avec en plus une meilleure compréhension des personnages, des rôles qu'ils ont pu jouer et surtout des stratégies qui ont été déployées et des arrière-pensées qu'il y avait. Il faut quand même ne pas oublier que dans cet ouvrage-là, on voit les arrière-pensées de Churchill, de Staline, de Roosevelt, de Hitler, sur des périodes qui sont très chahutées, comme juste avant la Première Guerre mondiale ou juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Mais il y a un intérêt qui va beaucoup plus loin avec cet ouvrage, me semble-t-il. Il y a 2 points qu'il faut mettre en particulier en lumière. D'abord, c'est que très clairement, dès le chapitre 3, Henry Kissinger pose justement la question de savoir comment faut-il comprendre la géopolitique. Et là, on voit bien qu'il a un regard qui oscille ou qui balance entre 2 perspectives. Plutôt une perspective universaliste, c'est-à-dire qui consisterait à dire qu'il y a une sorte de progrès dans les relations internationales, qu'on est en train de toucher au firmament d'une paix qu'on arriverait à installer parce qu'on a définitivement chassé la guerre de l'horizon, ou plutôt, à contrario, la nécessité pour connaître une paix durable que de revenir à une grille de lecture un peu classique, telle qu'on sait bien que Kissinger l'appréciait chez Metternich et chez Bismarck, d'une paix à travers l'équilibre dans le rapport de force. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'à cette grille de lecture, en plus, il associe l'histoire américaine à proprement parler et qu'on voit bien que là aussi, il y a une dualité sur l'interprétation qu'ont fait les grands décideurs américains et notamment les présidents des États-Unis. Et là, on a 2 figures emblématiques qui portent le même nom. On a Franklin Roosevelt, qui serait plutôt le tenant du courant universaliste. Et puis, on a Theodore Roosevelt avec sa fameuse théorie du Big Stick, qui serait lui plutôt le tenant de la théorie de l'équilibre dans le rapport de force. Et on voit bien qu'il y a toute une recherche d'Henry Kissinger et une explication, et qui fait un lien de Woodrow Wilson, d'ailleurs, avec ses fameux 14 points, la création de la Société-Nation, jusque 1945 et l'arrivée de la guerre froide. Et peut-être que c'est les chapitres 17 et 18, d'ailleurs, de ce point de vue-là, qui sont les plus intéressants. Le chapitre 17 sur le début de la guerre froide, le chapitre 18 sur les succès et les revers du containment, parce qu'on voit bien qu'Harry Truman comprend assez spontanément, intuitivement, que pour maintenir les États-Unis en géopolitique, faut rappeler qu'à cette époque-là, les États-Unis sont assez tentés, ça paraît fou à dire maintenant, c'est très difficile à concevoir pour nos étudiants, que de revenir à leur isolationnisme tel qu'il avait été mis en vigueur par la fameuse doctrine Monroe énoncée par le 5e président des États-Unis 2 décembre 1823, et que donc on voit bien que pour mobiliser l'opinion publique américaine et pousser les États-Unis à endosser leur rôle majeur du côté occidental, il faut donner une perspective morale et une perspective universaliste, même s'il s'agit d'être dans une politique de containment. Et ça, c'est loin d'être anecdotique, parce que finalement, le livre pose la question qui mérite peut-être toujours d'être posée en 2022, à savoir comment fait-on pour avoir la paix? Est-ce plutôt en tendant vers l'universalisme et en cherchant à définitivement écarter la guerre, ou la guerre ne pouvant pas être écartée de façon définitive, ne pouvons-on pas plutôt atteindre la paix dans l'équilibre du rapport de force? Là, c'est vraiment une question clé en géopolitique. Et ça montre bien qu'il y a une diversité d'approches de la géopolitique et de grilles de lecture qui vont se faire concurrence, qui vont se faire compétition, montre la richesse de la géopolitique et peut-être aussi l'intérêt qu'elle suscite aujourd'hui, par la complexité qu'elle arrive à prendre en charge. Pour continuer sur cette complexité, peut-être plutôt que partir de l'approche globale, partons d'une situation, et notamment d'une situation de conflit. Essayons de nous arrêter sur un conflit et sur les causes de ce conflit qui ont rendu ce conflit absolument inévitable, et de comprendre les logiques multifactorielles qui ont amené à cette situation. Oui, alors là, l'ouvrage qui me vient spontanément à l'esprit, c'est Les Somnambules de Christopher Clark, parce que donc les somnambules, comment l'Europe a marché vers la guerre. Et donc déjà le sous-titre est incroyable parce qu'on voit bien que comment l'Europe a marché vers la guerre. On sent bien que on a été propulsé dans la Première Guerre mondiale, presque, on va dire, à l'insu de notre volonté ou sans véritable compréhension. Donc le sous-titre est très important. Et je dis souvent aux étudiants, si vous me permettez, Olivier, dans cet ouvrage là aussi très dense de 781 pages, que ce qui est intéressant, c'est que sur la Seconde Guerre mondiale, la question se pose moins parce qu'on voit bien que la responsabilité, elle est clairement induite. Mais souvent, par peut-être effet de lumière ou de reflet, on a toujours tendance à avoir un peu le même réflexe sur la Première Guerre mondiale, avec la même responsabilité qui incomberait sur un seul pays. Mais comme je dis souvent aux étudiants, étais-je en train de dire, s'il suffisait d'une formule lapidaire en disant que c'est un seul pays qui est responsable, en l'occurrence c'est l'Allemagne, il ne faudrait pas 781 pages pour expliquer quelles sont les raisons de la Première Guerre mondiale. Donc on se rend bien compte, ça me paraît assez intéressant, je le dis souvent en cours, on se rend bien compte que là, il y a énormément de facteurs qui doivent être explorés par cet auteur.
Et alors, parmi ces facteurs qui sont importants à souligner, il y en a déjà un qui est celui de l'opinion publique. Dès les premiers chapitres, ce qui est assez interpellant, c'est qu'on voit qu'en réalité, dans tous les pays européens, mais y compris dans le royaume de Serbie, en Russie, on va y revenir, en France, au Royaume-Uni, il y a une opinion publique qui est véritablement chauffée à blanc par le nationalisme. Et on comprend bien que les États en place, pour des raisons géopolitiques, ont cherché à renforcer la fierté nationale et l'ardeur nationale. Mais on oublie trop souvent ce que montre bien Christopher Clark, qu'à un moment, cette dynamique a été portée tellement loin que parfois les États sont prisonniers eux-mêmes de l'opinion publique qu'ils ont contribué à façonner. Et c'est-à-dire qu'en réalité, face à un certain nombre d'événements, ils ont peur de ne pas réagir de façon suffisamment solide aux yeux de leur propre opinion publique, parce qu'en réalité, c'est l'opinion publique qui est en train d'instrumentaliser les États, tellement elle a fini par s'accoutumer ou s'habituer à ces logiques nationalistes. Et ça me paraît très très important à rappeler. D'abord parce que on va se rendre compte à la lecture de Christopher Clark que c'est très présent, parce qu'on pense spontanément à l'Allemagne, mais c'est très présent et en Russie, et en France, et au Royaume-Uni. Et il ne faut pas s'empêcher, à mon sens, de faire un rapprochement avec la période actuelle, parce que je trouve que ce qui est souvent sous-estimé dans la question qui est posée sur Taïwan, c'est qu'on dit souvent que le gouvernement chinois, aujourd'hui, est très véhément ou pousse à la récupération de Taïwan, mais on oublie que l'opinion publique chinoise et les citoyens chinois n'accepterait pas d'avoir un Taïwan indépendant et que là, il y a une pression double, si vous me permettez, ou une synergie double. Pour revenir sur l'ouvrage de Christopher Clark, quand on étudie, c'est très intéressant, les chapitres sur le Royaume-Uni, ce dont on se rend compte, c'est qu'on peut faire un vrai parallèle avec l'ouvrage de Graham Allison. C'est pas un hasard si on l'a rappelé tout à l'heure, parce qu'on se retrouve bien dans la posture d'un Royaume-Uni qui est la première puissance mondiale au niveau géopolitique au monde, avec la première industrie, avec la Royal Navy qui est la première flotte, et de très loin, la livre sterling, etc., etc. Et on a l'Allemagne qui n'a été créée que le 18 janvier 1871, qui est un nouvel arrivant, qui est regardé de façon un peu condescendante par les Britanniques, faut être honnête, mais qui en 40 ans arrive à se positionner pratiquement avec la deuxième industrie et la deuxième flotte au monde. Donc on voit bien que là, on est sur un regard, on est déjà en train de croiser les ouvrages, et puis en France, on est avide de revanche, Olivier. On n'a que ça à l'esprit. Ça, je trouve que dans l'historiographie française et un petit peu aussi dans ce qu'on nous apprend à l'école, c'est vraiment mis de côté. Mais on a la défaite de 1870 face à la Prusse, et ensuite, on a une formule qui est mise en avant par Gambetta en novembre 1871. Il pensait toujours, n'en parlait jamais, et c'est bien sûr de l'Alsace-Lorraine dont il s'agit. Et c'est aussi quelque chose qui est mis en avant par l'écrivain royaliste ou monarchiste Charles Maurras, qui dit « la revanche, la reine de la France ». Alors quand on sent que c'est un monarchiste qui dit « la reine de la France », ça veut dire franchement la revanche, c'est l'obsession ultime. Et ça, c'est trop oublié dans les causes de la Première Guerre mondiale. Et cet ouvrage est passionnant en ce sens qu'on voit bien que c'est toute une conjugaison de paramètres qui finalement conduisent de façon quasiment inexorable, d'où le titre, l'Europe à la guerre. Il y a dans les facteurs qui peuvent conduire à la guerre quelque chose qu'on néglige régulièrement et qui est pourtant très important. On en a parlé souvent, nous. C'est tous les critères technoscientifiques, le travail des ingénieurs, les innovations qui peuvent amener dans une situation de conflit ou au contraire l'empêcher. Oui, parce que c'est vrai que dans d'autres séances, on avait déjà mis en exergue le fait que parfois on sous-estimait trop l'efficience des armées ou la qualité des officiers ou de la performance tactique. Bon, je pense aussi à une séance sur Alexandre le Grand ou sur Napoléon qu'on avait faite. Mais là, vous avez raison de rappeler que ce qui est intéressant sur le troisième ouvrage tel qu'on se propose de l'offrir à la réflexion de nos auditeurs qui nous font l'amitié de nous écouter, c'est que oui, bien sûr, les grandes césures comme l'arme nucléaire, l'apparition du moteur à réaction pour les avions, le franchissement du mur du son, on voit bien spontanément qu'on en attend des résurgences ou des logiques qui vont avoir des inflexions sur le camp militaire. Mais finalement, ça n'est fait que de façon assez réduite là aussi, alors que si on regarde bien, il y a des conséquences et des vraies influences de l'évolution technologique et surtout des ingénieurs dans leur capacité à les déployer pour les rendre opérationnels. Là, j'insiste, c'est-à-dire il ne s'agit pas juste d'avoir une technologie, il s'agit de voir en quoi elle peut servir une stratégie. Et là, il y a un ouvrage de Paul Kennedy, Le Grand Tournant, comment les Alliés ont gagné la guerre. C'est intéressant d'ailleurs.
pourquoi les Alliés ont gagné la guerre 43-45. Donc on cherche véritablement le fait de dire, parce que ça paraît comme une évidence. Tout d'un coup, on se dit, bon, la victoire est évidente, les Alliés ont remporté une victoire, et donc on va pas plus loin. Mais là, ce que Paul Kennedy, ce sur quoi il attire notre attention, c'est qu'en réalité, il y a eu un rôle fondamental des technologies et des ingénieurs. Et sur 3 des 5 sous-parties qu'il met en place, c'est assez intéressant d'ailleurs là aussi les sous-titres. On a comment faire franchir l'Atlantique au convoi. On a comment maîtriser l'espace aérien. On a comment débarquer sur des côtes ou sur des territoires tenus par l'adversaire. Et on se rend bien compte quand on lit le chapitre, et la bataille de l'Atlantique de ce point de vue-là est fondamentale. Ça, c'est vraiment un épisode dont je trouve qu'il est très très sous-estimé en France. Parce qu'évidemment, on a toujours le 6 juin 44, les Américains débarquent. Ouais, mais d'accord, mais pour débarquer, en termes de logistique, on dirait nous aujourd'hui de supply chain, etc., il faut concevoir l'accumulation extraordinaire de munitions, d'essence, de moyens humains qu'il faut amener déjà des États-Unis jusqu'au Royaume-Uni. Il faut donc pouvoir maîtriser l'océan Atlantique. Or, les sous-marins allemands empêchent quasiment dans l'année 42 le fait que les convois puissent passer de façon sereine. Donc, en fait, c'est l'apport du sonar qui va permettre plus facilement de repérer les sous-marins allemands, mais c'est aussi l'apport de porte-avions, de petits porte-avions plus limités qui vont accompagner les convois, de meilleures techniques de radiophonie qui vont empêcher qu'il y ait des sortes de zones qu'on appelait les trous noirs, dans lesquels il y avait les meutes de sous-marins allemands qui se regroupaient pour attaquer pratiquement de façon totalement inopinée les convois alliés. De même que quand on veut acquérir la suprématie aérienne, la difficulté, c'est qu'il faut projeter sa puissance sur le continent européen. Et donc, en fait, on a des chasseurs qui ont des rayons d'action qui sont très, très limités. Et ce qui est passionnant dans ce chapitre, c'est qu'on voit que le Mustang P51, qui a un rayon d'action qui est très, très important, qui lui permet pratiquement d'arriver au-dessus de l'Allemagne pour accompagner les bombardiers sans avoir des réservoirs supplémentaires, non seulement il a un rayon d'action qui est extraordinaire, mais c'est sans perdre en manœuvrabilité et en tenue de combat, parce qu'il faut encore que le chasseur soit opérationnel. Et là où ça nous emmène loin, d'ailleurs Olivier, je demande aux auditeurs de bien nous entendre, c'est qu'évidemment on ne sort pas un chasseur comme ça en 3 mois. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'il y a une chaîne de commandement, une chaîne décisionnelle, et Paul Kennedy le met très bien en avant, une capacité à mettre en conjugaison un certain nombre de demandes par rapport au front qui sont remontées, qu'on puisse mettre un matériel en adéquation par rapport à cette demande. Donc là, il y a toute une démarche qui est passionnante à mon sens pour nos futurs chefs d'entreprise ou pour toutes nos personnes qui travaillent en entreprise, parce que là, on a une vraie démarche de logistique qui va d'ailleurs jusqu'au débarquement, parce que c'est les 2 fameux ports artificiels, et puis l'ensemble, bien sûr, des gazoducs ou des holoducs qu'il a fallu tracer pour continuer à alimenter les armées de Patton et les armées de Montgomery. Et donc là, on voit bien qu'il y a toute une dimension de projection, de planification, de logistique, et que Paul Kennedy explique que principalement, c'est la raison pour laquelle les Alliés ont réussi à remporter la victoire. Donc ça, c'est quand même un ouvrage qui me paraît essentiel, à la fois pour une bonne compréhension de la Seconde Guerre mondiale et pour une bonne compréhension des défis ou des logiques géopolitiques auxquelles on pourrait être confronté à l'avenir. Alors, on a parlé des causes de la guerre, causes d'un conflit. On a parlé de la conduite de la guerre et les changements qui peuvent s'opérer, notamment grâce aux progrès, aux innovations technologiques et leur opérationnalité grâce au travail des ingénieurs, de l'état-major. Et on peut parler maintenant peut-être des conséquences, parce que là aussi, les conséquences sont souvent multiples, et notamment si on regarde du côté du vaincu, parce qu'on regarde souvent l'histoire du côté du vainqueur, mais le vaincu est mis dans cette position et oublié. C'est très juste. Et alors là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'évidemment, on succombe tous un peu à une sorte de facilité historique à laquelle on est habitué, j'ai envie de dire, depuis le début de nos études, c'est-à-dire des conflits qui apparaissent de façon très tranchée. Alors là, on a évoqué la Première Guerre mondiale, donc 28 juin 1914, assassinat de l'archiduc François Ferdinand. L'ouvrage précédent montre bien que ça, c'est presque, on va dire, si vous me permettez cette expression, c'est l'écume des vagues, et qu'en réalité, il y a toute une profondeur de logique et qui amène malheureusement au conflit, et puis donc le conflit qui finirait le 11 novembre 1918. Seulement, M. Gaworth, dans un livre qui s'appelle « Les Vaincus », ça c'est très très intéressant parce que ces violences et guerres civiles sur les décomptes des empires 1917-1923 montrent une chose, c'est que la guerre s'arrête pas là. Alors évidemment, on a l'impression qu'elle s'arrête là, notamment aux États-Unis, parce qu'ils sortent des relations internationales, notamment à partir de 1919, ils refusent de rentrer dans la Société des Nations. On a l'impression que le Royaume-Uni et la France ont définitivement gagné la guerre. Mais ce dont on se rend compte, c'est que notamment en Europe centrale, dans les Balkans,
et dans l'Europe orientale, il y a une sorte d'effervescence, de dynamique presque infernale, de guerres civiles, de révolutions qui s'enchaînent et qui n'arrivent pas du tout à s'interrompre et qui touchent pratiquement tous les pays et sur une période assez longue. Parce que finalement, évidemment, on va commencer avec la révolution russe de 1917 jusqu'en 1923. Parce qu'en gros, la date qu'il choisit, c'est un traité de 1923. Mais ce qui est passionnant dans cet ouvrage, c'est qu'on se rend compte qu'il y a une effervescence et qu'en réalité, quand un conflit commence, on ne sait jamais vraiment quand est-ce qu'il finit. Et surtout, il met énormément de temps à s'apaiser. Et on a presque envie de dire, il y a des cendres incandescentes qui continuent, si vous me permettez cette expression, en géopolitique, à rougeoyer et à porter le fer. Alors là, il y a des exemples, évidemment, qui sont peut-être pas inintéressants à remémorer pour un certain nombre d'entre nous qui le souhaiteraient. Évidemment, il y a le chapitre sur la double révolution russe, la révolution bolchevique. Il y a un chapitre qui est assez intéressant dans lequel Robert Gauss met en évidence le fait que l'état-major allemand a voulu instrumentaliser Lénine, c'est peu su, qui était en Suisse. Donc ils leur font traverser l'Allemagne à lui et à ses camarades, c'est le cas de le dire, en train, parce qu'ils espèrent qu'en fait Lénine va déstabiliser la Russie qui est un adversaire et que la révolution va permettre à l'Allemagne de gagner la guerre. Ce qui est un calcul tactique à court terme qui a été payant avec la paix de Brest-Litovsk, mais à long terme, certains officiels allemands, vous avez remarqué que si la révolution réussissait, c'était pas forcément, ça pouvait être dangereux par l'Allemagne. De fait, d'ailleurs, il y a un chapitre sur la révolution spartakiste de janvier 1919 avec ses prémices en décembre 1918. Puis bien sûr, il y a la marche des chemises noires sur Rome en 1922. Tout ça, c'est des choses qui sont relativement classiques. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que l'auteur nous rappelle que la Hongrie est bouleversée, qu'il y a la révolution de Bela Kun, que la Roumanie connaît aussi de l'effervescence, que l'Autriche n'est pas stable, que la Turquie est un empire dont l'Atatürk va devoir complètement le remettre sur ses fondations et qu'il y a même des révolutions en Irlande. Donc on voit bien là qu'il y a une instabilité qui se prolonge et qui touche, c'est ça qui me paraît fondamental ou passionnant, des empires dont évidemment, a posteriori, on a l'impression qu'ils étaient très fragiles, mais dont si on les étudie avec un minimum d'objectivité et de recul, on se rend compte qu'ils avaient une assise qui paraissait leur promettre un avenir beaucoup plus serein que ce qu'ils ont connu. Là, il y a un ouvrage, une lecture croisée à laquelle j'invite nos auditeurs. Il y a un ouvrage récent qui est passionnant, L'Empire des Habsbourg, une histoire inédite, de Peter Johnson, où c'est un livre très très dense, qui rentre dans énormément de détails, ça fourmille d'explications sur les raisons ou les logiques telles que le gouvernement austro-hongrois et François-Joseph, notamment dans la deuxième partie du XXe siècle, ont cherché à rénover l'Empire. Donc on a toutes les restructurations avec en plus la défaite, et puis la double monarchie en 1867, et puis quand la Bosnie est intégrée en 1908, quelle place on cherche à lui donner. Donc c'est très très imaginatif et inventif. Et en plus, il y a l'évolution de l'opinion publique dans les villes, dans la ruralité, suivant les différentes ascendances linguistiques, puisqu'on sait bien que l'empire austro-hongrois était un empire multinational avec énormément de nationalités différentes. Et donc c'est très très intéressant parce qu'on se rend compte de l'ingéniosité des solutions qui étaient mises en place et d'ailleurs de faire remarquer que par la suite, quand l'empire a disparu, on s'est retrouvé face à des problèmes similaires sur lesquels on n'a pas facilement trouvé des solutions. La Bosnie en est peut-être l'un des meilleurs exemples. Alors pour poursuivre sur cette idée d'un empire ou d'une puissance qui en vient à naître puis à disparaître, on va se concentrer sur un ouvrage qui traite vraiment cette évolution de la naissance jusqu'à la disparition, un ouvrage qui vous est particulièrement cher, je crois. Oui, je trouvais que c'est pas totalement illégitime que de finir en disant aussi un ouvrage qui a pu toucher, puisqu'il faut essayer de le partager avec ceux à qui on se propose peut-être de le faire lire. Et c'est vrai que Les Téméraires, quand la Bourgogne défiait l'Europe, de Bart van Loo, c'est un ouvrage qui est extraordinaire, qui est très très connu dans les pays néerlandophones. C'est un auteur qui est très très réputé et dont l'objet se propose de raconter l'évolution géopolitique de la Bourgogne, qui a été une très très grande puissance. Et c'est vrai que c'est un ouvrage qui est féerique. Ce qu'il faut dire d'emblée ou de prime abord avec cet ouvrage, c'est que d'abord c'est un feu d'artifice. Parce que loin de se contenter de se contingenter à juste une explication de la géopolitique, ce qui est déjà pas mal, loin de se contenter de nous emmener sur les différents territoires de la Bourgogne, dont je rappelle, qui courent de la France jusqu'à ce qu'on appelle les Pays-Bas bourguignons, qui sont la Belgique et les Pays-Bas actuels, il faut peut-être d'ailleurs le repréciser avec ces grands personnages politiques. Il ne faut pas oublier qu'on a affaire à des terres dans lesquelles le mécénat a été porté très très loin. Donc on va à l'encontre d'un grand nombre d'œuvres et de peintres
peut-être d'en citer quelques-uns. On a Roger van der Weyden, né à Tournai. On a Jan van Eyck. On a Petrus Christus. On a évidemment Memling. On a Dick Boyt. Et puis, je finirai, si vous me permettez, par Van der Goes, qui a la réputation d'avoir été parmi ceux qui ont initié la fameuse école florentine en peinture. Donc là, je vous prie de croire qu'à travers les 6 noms qu'on vient de citer, on a centré des primitifs flamands, la grandeur de la Bourgogne, des Pays-Bas bourguignons, qui en plus, on va y revenir, tiennent sur 100 ans ou 120 ans. Donc c'est une accumulation d'œuvres, de faits et surtout d'opulence. Il ne faut jamais oublier que les ducs de Bourgogne se faisaient appeler les ducs d'Occident. Donc là, on est sur une puissance qui aujourd'hui peut paraître un peu surprenante dans sa composition, on va y venir, mais qui était vraiment très très assise. Et alors, le premier enseignement de cet ouvrage, et on avait été amené à l'explorer un tout petit peu quand on l'évoquait en fin d'une séance qui était sur « Faut-il être téméraire en géopolitique ?» et qui est très important en géopolitique, c'est que finalement, on ne décide pas de sa stratégie, mais on est plutôt prisonnier d'un contexte dans lequel on se trouve. Parce que là, on a une Bourgogne donc, qui naît principalement à la fin du XIVe siècle, mais on voit bien qu'elle est enchâssée, si vous me permettez ce terme, ou encadenassée entre un Saint-Empire romain germanique, le royaume de France qui cherche à se développer, et en plus dans la perspective de rivalité ou de combat incessant entre le royaume de France et le royaume britannique. Donc, il est très dur pour les ducs de Bourgogne de trouver leur place, et on voit bien aux épithètes qui leur sont accordées. D'ailleurs, Philippe le Hardi, ça a été donné parce qu'il s'est battu très très jeune sur une bataille, mais donc on a Philippe le Hardi, Jean sans peur, et puis on a Philippe le Bon, avec le côté bien sûr bon envers les personnes, mais bon dans sa gestion, jusqu'au Charles le Téméraire, dont l'épithète à lui tout seul suffit de comprendre que il a pris des risques, serais-je tenté de dire. Donc, on voit bien que là, le premier enseignement, c'est qu'on est sur une très grande puissance, certes, mais qui est obligée de prendre des risques. Ça me paraît très, très important. Mais le deuxième enseignement, c'est que face à une telle opulence, on a un étincellement, on a un rayonnement, mais finalement, qui va durer 100, 120 ans sur 4 générations. Parce que finalement, quand on regarde la fin de Charles le Téméraire, lors de cette bataille de Nancy le 5 janvier 1477, telle qu'elle est bien mise en lumière par ce peintre, je crois, du 19e siècle, Augustin Perrin, on a ce corps dépouillé, qui a été victime des détrousseurs de cadavres, qui gît nu, le visage, la réputation à moitié dévorée par les loups. Donc on voit bien que là, l'abîme ou l'abysse est terrible à côté de ce qu'a été la grandeur de la Bourgogne. On voit bien que la fin de Charles le Téméraire nous envoie comme une sorte d'écho ou de résonance très importante à nous tous qui nous intéressons à la géopolitique. Rappelez cette formidable citation de Paul Valéry, « Nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels ». C'est peut-être l'un des enseignements majeurs de la géopolitique, Olivier, pour nos futures générations, que de savoir que la paix est fragile, qu'elle est souvent la résultante d'un équilibre et qu'il faut conserver les logiques géopolitiques pour essayer de préserver les civilisations. Eh bien, merci Fabrice pour cette parole conclusive qui, d'une certaine façon, vient boucler notre propos puisque nous avions commencé par naissance et déclin des grandes puissances. La boucle est bouclée. Merci Fabrice. Merci à vous. Nous voici donc arrivés au terme de ce nouveau numéro des Rendez-vous de la géopolitique. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis.